Mon fils m'a regardé dans les yeux et il a dit que j'étais devenu un fardeau. Moi, son père, celui qu'il avait porté sur ses épaules pendant 40 ans. Je m'appelle Marcel, j'ai 86 ans et ce soir-là, j'ai pris une décision qui a tout changé, pour lui, pour moi et pour ce que je croyais savoir sur la famille. Je n'allais pas pleurer, ce n'est pas mon genre. J'ai traversé des choses dans ma vie qui auraient brisé n'importe qui. Et je ne dis pas ça pour me vanter, je le dis parce que c'est la vérité, et que cette vérité-là est importante pour comprendre pourquoi ce soir-là, au lieu de m'effondrer, j'ai réfléchi, longtemps, et j'ai agi. Mais avant de vous raconter ce que j'ai fait, il faut que vous compreniez comment on en est arrivé là, mon fils Éric et moi. Parce que rien n'arrive pour rien. Aucune blessure n'est spontanée. Il y a toujours une histoire derrière. Éric est né en 1971, par une nuit de novembre où il faisait un froid terrible dans notre petit appartement de Lyon. Sa mère, Suzanne, avait voulu accoucher à la maison parce qu'elle avait peur des hôpitaux. La sage-femme était arrivée en retard, j'étais là tout seul avec elle pendant presque 2 heures, à lui tenir la main, à lui dire que tout allait bien, alors que je ne savais absolument pas si tout allait bien. Éric est arrivé en bonne santé, avec des poumons solides et une façon de crier qui m'a immédiatement dit que ce garçon-là aurait du caractère. Il en a eu, du caractère. Dieu sait qu'il en a eu. Suzanne est partie quand Éric avait 14 ans. Pas avec quelqu'un d'autre, non. Elle est partie d'une maladie qui ne pardonne pas, rapidement, en 6 mois à peine. Et nous avons tous les deux été dévastés d'une façon que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Éric est devenu silencieux pendant un temps, puis il est devenu difficile, puis il est devenu lui-même à nouveau, mais différent, plus dur, plus méfiant. Comme si la vie lui avait appris très tôt qu'elle pouvait vous prendre quelque chose sans prévenir. Je l'ai élevé seul, du mieux que j'ai pu. J'étais contremaître dans une usine de pièces mécaniques, je travaillais 6 jours sur 7 parfois, et quand je rentrais le soir, je faisais à manger, je vérifiais ses devoirs, je l'emmenais au foot le samedi matin. Je ne lui ai pas offert une enfance de luxe, mais je lui ai offert une présence, ma présence, autant que je pouvais. Il a fait des études, il est devenu ingénieur, il a épousé Céline, une femme bien, sérieuse, qui venait d'une famille du Nord. Ils ont eu 2 enfants, Théo et Lola, des beaux enfants, vifs, intelligents. Pendant des années, les choses allaient bien entre nous. On se voyait aux fêtes, on se téléphonait régulièrement, je venais garder les petits parfois. Éric était occupé, c'est vrai, mais il était là. Puis les années ont passé, les enfants ont grandi, ils ont quitté la maison. Éric et Céline ont déménagé pour suivre une promotion professionnelle, dans une grande ville à 4 heures de train de chez moi. Et moi, j'ai vieilli. Ce n'est pas dramatique de le dire, ça arrive à tout le monde qui a la chance de vivre assez longtemps. J'ai vieilli, j'ai ralenti, mon genou gauche m'a causé des problèmes, puis ma vue a commencé à baisser légèrement, rien de grave, mais suffisamment pour que conduire la nuit devienne compliqué. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu une chute. Bête, vraiment bête. Je descendais l'escalier de ma cave avec une caisse de livres, j'ai mal posé le pied et je me suis retrouvé par terre avec une fracture du poignet et une belle frayeur. Rien de catastrophique, mais ça avait quand même nécessité une hospitalisation courte et une période de convalescence chez Éric et Céline. C'est là que les choses ont commencé à se dégrader. Pas brutalement. Non, ça s'est fait doucement, presque imperceptiblement, comme une eau qui entre sous une porte et qui mouille le parquet avant qu'on s'en aperçoive. Je sentais que ma présence les gênait. Pas Éric, pas au début, plutôt Céline. Elle n'était pas méchante, je veux être juste à son égard. Mais elle avait ses habitudes, sa maison, son organisation, et un vieux monsieur avec un bras en écharpe qui traînait dans le salon, ça ne rentrait pas vraiment dans les cases. Elle faisait des remarques, petites, anodines en apparence, du genre Tu devrais peut-être penser à ce que tu ferais si tu ne pouvais plus vivre seul » ou « Il existe des résidences très modernes maintenant, ce n'est plus du tout comme avant ». Des phrases qui n'étaient pas des questions, mais des orientations. Des phrases qui voulaient dire quelque chose sans vouloir le dire. Éric, lui, ne disait rien pendant ces moments-là. Il regardait ailleurs ou il changeait de sujet. Et ce silence, je l'ai compris plus tard, c'était une forme d'accord. Pas d'accord enthousiaste, plutôt un accord par épuisement ou par peur du conflit.
Eric a toujours eu du mal avec le conflit ouvert, depuis qu'il est tout petit. Il préfère que les choses se tassent d'elles-mêmes plutôt que de les confronter. Je suis rentré chez moi après ma convalescence, avec ma maison retrouvée, et un sentiment étrange que quelque chose avait changé dans notre relation sans qu'on en ait parlé. Comme si on avait tous les deux regardé quelque chose et décidé, tacitement, de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Là, j'aurais besoin d'une petite pause pour vous demander quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, jetez un coup d'œil à ce bouton, ça compte vraiment pour nous. Et si cette histoire vous touche déjà, un like m'aide beaucoup. Et tenez, je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous pensez à ce stade. Est-ce que vous pensez qu'Eric était au courant de ce que pensait Céline? Répondez « complice » dans les commentaires. Ou est-ce que vous croyez qu'il était lui aussi pris au piège? Répondez « prisonnier ». Je voudrais vraiment savoir. Voilà, je reprends. Les mois qui ont suivi ont été tranquilles en apparence. On se téléphonait, je leur envoyais des nouvelles, j'essayais de ne pas être pesant dans mes demandes, de ne pas appeler trop souvent, de ne pas me plaindre. Je suis quelqu'un qui a appris très tôt à ne pas se plaindre. Mon père était comme ça, la dignité dans le silence. On souffre, on continue, on ne met pas son malheur sur la table des autres. Mais l'hiver dernier, je suis tombé malade. Pas gravement, une pneumonie, mais à mon âge, une pneumonie, ce n'est pas rien. J'ai été hospitalisé pendant 9 jours. Eric est venu me voir 2 fois. La première fois, dès le début, quand les médecins étaient encore incertains de l'évolution, et une deuxième fois vers la fin, la veille de ma sortie. Ces 2 visites, je les ai comptées. Pas par rancune, mais parce que quand on est seul dans une chambre d'hôpital avec beaucoup trop de temps pour penser, on compte les choses. Quand je suis sorti, Eric m'a proposé de revenir me remettre sur pied chez eux. J'ai accepté parce que j'en avais besoin, je dois l'admettre. La pneumonie m'avait vidé d'une façon que je n'avais pas anticipée. J'avais les jambes faibles, la respiration encore fragile, et l'idée de me retrouver seul dans mon appartement m'inquiétait un peu. Je suis donc reparti chez Eric et Céline. Et cette fois, l'ambiance était différente, plus tendue, moins masquée. Céline avait des conversations téléphoniques que j'entendais sans forcément vouloir les entendre, avec sa mère, avec ses amis, et dans ces conversations, mon prénom revenait souvent suivi de soupirs ou de formulations qui ne laissaient aucun doute sur la façon dont ma présence était perçue. Je faisais semblant de ne pas entendre. Je lisais dans ma chambre, je regardais par la fenêtre, je pensais à Suzanne souvent à ces moments-là. Elle aurait su quoi faire. Elle aurait su trouver les mots pour remettre les choses à leur place avec douceur, mais avec clarté. Moi, je ne savais pas. Ou plutôt, je savais, mais je n'avais pas encore décidé de m'en servir. Et puis, le soir est arrivé, celui que je n'oublierai jamais. C'était un jeudi. Je m'en souviens parce qu'ils avaient regardé un match de foot à la télévision et que j'avais mangé seul dans ma chambre parce que je me fatiguais vite et que le bruit me dérangeait encore un peu. J'avais entendu Céline rentrer après avoir sorti les poubelles et j'avais entendu sa voix changer de registre dans la cuisine, cette voix basse et contrôlée que les gens prennent quand ils veulent parler sans être entendus, mais qu'ils sont trop en colère pour vraiment baisser le ton. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait l'impression d'avoir ouvert une pension de famille, qu'ils avaient leur vie, leurs projets, leur intimité. Et puis j'ai entendu Eric répondre. Et là, j'aurais aimé me tromper. J'aurais aimé que le mur déforme les sons et que j'entende mal. Mais j'ai entendu distinctement, avec 86 ans d'oreilles qui ont appris à écouter ce qu'on dit vraiment derrière ce qu'on dit, Eric a dit « Je sais, papa est devenu un vrai fardeau ». Pas une question, une affirmation. Je suis resté assis sur mon lit pendant un long moment. Je regardais mes mains. Ces mains qui avaient tenu la sienne quand il était petit, qui avaient réparé son vélo, qui avaient signé ses bulletins scolaires, qui avaient serré les siennes le jour de son mariage. Ces mains vieilles maintenant, avec leurs taches et leurs veines saillantes, mais qui avaient travaillé toute leur vie, pas pour me construire un empire, mais pour qu'il ait ce dont il avait besoin, un fardeau. Je n'ai pas pleuré, je vous l'ai dit, ce n'est pas mon genre. Mais quelque chose s'est déposé au fond de moi cette nuit-là, une sorte de clarté froide et définitive. Ce n'était pas de la colère, c'était de la résolution. Comme quand on voit enfin clairement une situation qu'on avait refusé de regarder en face. J'ai dormi peu cette nuit-là.
Mais le peu que j'ai dormi, c'était un sommeil calme, parce que j'avais déjà commencé à décider. Le lendemain matin, j'ai demandé à Eric de me conduire chez le notaire. J'avais un rendez-vous que j'avais pris plusieurs semaines auparavant, avant même cette pneumonie, avant même cette nuit de jeudi. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Ce que j'allais faire, je l'avais préparé bien avant d'entendre ces mots. Parce que, d'une certaine façon, je les attendais depuis longtemps. Pas ces mots précisément, mais la confirmation de quelque chose que je sentais depuis des mois. Eric était surpris. Il m'a demandé pourquoi faire. J'ai dit que j'avais des affaires personnelles à régler, que c'était normal à mon âge. Il n'a pas posé d'autres questions. Nous sommes allés au cabinet du notaire, Maître Fontaine, que je connaissais depuis des années, un homme sérieux et discret qui n'avait jamais eu besoin qu'on lui explique les choses deux fois. J'avais avec moi un dossier que j'avais préparé méthodiquement pendant les semaines précédentes. Les documents concernant mon appartement, mes économies, les quelques actions que j'avais gardées depuis ma retraite, et surtout une lettre que j'avais écrite et réécrite plusieurs fois. Une lettre qui n'était pas une vengeance. Je tiens à ce point très fermement, parce que ce que j'ai fait n'avait rien d'une vengeance. C'était une correction, une remise en ordre des choses selon mes valeurs, celles que j'avais portées toute ma vie et que je n'allais pas abandonner maintenant. Je vais vous expliquer ce que contenait ce dossier, mais avant, il faut que vous compreniez une chose sur moi. J'ai toujours cru que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Un outil qui peut servir à transmettre ce qui compte, pas seulement des biens matériels, mais des valeurs, des priorités, une façon de voir le monde. Mon père me l'avait dit dans sa façon d'agir, jamais dans de grandes phrases, parce qu'il n'était pas homme à faire de grandes phrases. Et moi, j'avais fait pareil avec Eric. Peut-être trop discrètement, peut-être qu'il n'avait pas entendu le message. Maître Fontaine nous a reçus dans son bureau, Eric et moi. Eric pensait qu'il s'agissait d'une mise à jour administrative, d'un testament révisé à la marge. C'est ce que je lui avais laissé croire parce que je ne voulais pas qu'il soit sur ses gardes. Non par manipulation, mais parce que je voulais qu'il soit présent, vraiment présent, pour entendre ce que j'avais à dire. Maître Fontaine a commencé par résumer la situation patrimoniale. Mon appartement, que je possédais en pleine propriété depuis 25 ans, valait aujourd'hui une somme considérable dans le quartier où il se trouvait, un quartier qui avait beaucoup pris de valeur avec les années. Mes économies, modestes mais solides, représentaient plusieurs décennies de travail honnête et de dépenses raisonnables. Et puis, il y avait la maison de campagne. Celle que j'avais achetée avec Suzanne dans les années 80, une vieille bâtisse avec du caractère et un jardin magnifique que j'avais entretenu pendant des années seul après sa disparition. Cette maison-là, Eric y était attaché, je le savais. Il avait passé une partie de son enfance, c'était là qu'il avait appris à faire du vélo, là que ses propres enfants avaient joué dans le jardin pendant des années. Maître Fontaine a ensuite présenté les modifications que j'avais demandées. L'appartement ne revenait pas à Eric. Il était légué à ma petite nièce Clara, la fille de ma nièce Sophie, qui étudiait la médecine à Bordeaux dans des conditions financières difficiles et qui m'avait rendu visite régulièrement pendant mes 2 hospitalisations, venant parfois depuis loin, rien que pour passer quelques heures avec moi. Clara, qui ne me demandait rien et qui donnait tout ce qu'elle avait. Les économies liquides étaient réparties entre 2 associations. L'une qui soutenait les personnes âgées isolées, parce que j'avais compris de l'intérieur ce que voulait dire être seul à un certain âge, et l'autre qui finançait des équipements sportifs dans des quartiers défavorisés, parce qu'Eric lui-même avait bénéficié d'un club de foot de quartier qui avait changé quelque chose en lui à l'adolescence et que j'avais toujours voulu le remercier de ça d'une façon ou d'une autre. Et la maison de campagne, elle, était léguée à Théo et Lola, les 2 petits-enfants d'Eric. Pas à Eric, à ses enfants directement, avec une clause stipulant qu'ils en disposeraient librement à leur majorité, mais qu'ils ne pourraient pas la vendre avant d'avoir tous les 2 atteint leurs 30 ans. Je voulais qu'ils la gardent, le temps d'y faire des mémoires. Je voulais qu'ils aient un endroit où revenir. Eric est resté silencieux pendant toute la lecture. Je le regardais de côté. Son visage était difficile à déchiffrer. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, ou peut-être qu'il la retenait. Il y avait surtout quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps sur son visage, une forme de déstabilisation, comme si le sol venait de bouger sous ses pieds et qu'il ne savait pas encore s'il allait tomber.
Quand Maître Fontaine a terminé, il y a eu un long silence. Éric a dit finalement, à voix basse, « Papa, pourquoi ?» Et j'ai dit ce que j'avais préparé à dire, calmement, sans élever la voix, parce que ce moment ne méritait pas l'éclat, il méritait la clarté. J'ai dit « parce qu'un fardeau ne laisse pas d'héritage. Un fardeau, on s'en débarrasse. Moi, je transmets. Et je transmets à ceux qui ont choisi d'être là. » Éric a pris une grande inspiration. Il a regardé le bureau. Il ne pleurait pas non plus. Nous sommes tous les deux des gens qui ne pleurent pas facilement. Suzanne, elle, pleurait pour deux. C'était peut-être son rôle dans notre famille, d'exprimer pour nous ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Il a dit « Tu as entendu ». Ce n'était pas une question non plus, une confirmation. J'ai dit oui. Nous avons signé les documents. Maître Fontaine nous a accompagnés jusqu'à la porte, avec son tact habituel, sans chercher à combler le silence. Dans la voiture du retour, Éric et moi n'avons presque rien dit pendant les 20 premières minutes. Ce n'était pas un silence hostile, c'était un silence habité, plein de choses non encore formulées, mais déjà présentes. Puis, à un feu rouge, sans regarder la route, sans me regarder moi non plus, Éric a dit « Je suis désolé, papa ». 3 mots, simples, directs. Éric ne fait pas dans la sophistication quand il est sincère. C'est peut-être une des choses que j'ai bien faites dans son éducation sans en avoir conscience. Lui apprendre que la sincérité n'a pas besoin d'ornement. J'ai dit « je sais » et je savais, parce que je connais mon fils. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré cette nuit de jeudi, malgré les mois où il s'était laissé aller au plus simple, au plus commode, je connaissais cet homme. Je l'avais vu naître. Je l'avais vu pleurer à l'enterrement de sa mère avec des sanglots de petit garçon dans un corps d'adolescent. Je l'avais vu se relever, travailler, construire sa vie. Je savais qu'il y avait en lui quelque chose de meilleur que ce qu'il m'avait montré cette année-là. Ce qui s'est passé ensuite, sur plusieurs semaines et plusieurs mois, a été lent et pas toujours simple. Éric et moi avons parlé, vraiment parlé, peut-être plus que nous ne l'avions jamais fait. Ces conversations n'ont pas toutes été confortables. Il y en a eu de difficiles, où nous avons dit des choses que nous retenions depuis longtemps. Éric m'a dit qu'il avait peur de me voir vieillir, qu'il ne savait pas comment gérer cette peur, que quand il me voyait fragile, il voyait sa propre mortalité à lui et que ça lui était insupportable. Ce n'était pas une excuse. Ni lui ni moi ne l'avons présenté comme tel, mais c'était une explication. Et les explications, quand elles sont honnêtes, changent quelque chose. Je lui ai dit ce que j'avais ressenti pendant ces mois, la solitude. Pas la solitude physique, j'y suis habitué depuis longtemps. La solitude de se sentir devenu invisible aux yeux de quelqu'un à qui on a donné sa vie. Je n'ai pas dit ça pour le punir, je l'ai dit parce que c'était vrai et parce que les vérités non dites finissent toujours par pourrir ce qu'elles touchent. Céline aussi a changé d'attitude. Pas du jour au lendemain, ce n'est pas la réalité, mais progressivement, avec une honnêteté que je lui ai reconnue, elle a changé. Je crois qu'elle avait elle-même été prise dans quelque chose sans vraiment choisir d'y entrer. Une fatigue accumulée, des peurs non exprimées, une façon de protéger sa maison sans voir qu'elle était en train de blesser quelqu'un qui en avait construit une bien avant elle. Je suis retourné vivre dans mon appartement, seul, comme avant, mais différemment. Éric m'appelle maintenant 2 fois par semaine, pas pour remplir une obligation, mais parce que nos conversations sont devenues différentes, plus vraies. Il vient me voir 1 fois par mois. Théo et Lola sont venus me rendre visite l'été dernier, juste 2, sans leurs parents, comme s'ils avaient senti qu'il fallait recoudre quelque chose entre leur grand-père et eux. Lola m'a apporté un dessin qu'elle avait fait de la maison de campagne. Je l'ai encadré. Il est sur mon bureau, là où je vous parle ce soir. Est-ce que j'ai changé le testament? Non. Et Éric ne me l'a pas demandé. C'est peut-être la chose dont je suis le plus fier. Il n'a pas fait le chemin que nous avons fait pour récupérer un héritage. Il l'a fait parce que quelque chose en lui a décidé de grandir. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour me venger. Je ne suis pas un homme de vengeance. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais 86 ans et que je n'avais plus le temps de faire semblant. Parce que Suzanne me manque tous les jours et que si elle avait été là, elle n'aurait pas laissé les choses aller aussi loin. Parce que Clara mérite de terminer ses études sans se battre contre les factures.
Parce que Théo et Lola méritent une maison où revenir. Et parce que Eric, mon fils, l'homme que j'ai élevé seul après avoir tout perdu d'une autre façon, méritait qu'on lui tende un miroir. Un miroir, pas un reproche. Il y a une chose que j'ai apprise dans mes 86 ans, et c'est celle-ci. On ne se souvient pas des gens pour ce qu'ils ont possédé. On se souvient d'eux pour ce qu'ils ont choisi de faire quand ça comptait vraiment. J'aurais pu me taire, j'aurais pu rentrer chez moi et laisser les choses telles qu'elles étaient, en me disant que c'est comme ça que ça se passe, que les vieux deviennent invisibles et que c'est dans l'ordre des choses. Mais ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ce n'est pas ce que je voulais laisser derrière moi. J'ai 86 ans et je me lève chaque matin avec quelque chose que je n'aurais pas cru avoir encore à cet âge, le sentiment d'avoir fait ce qui était juste. Pas parfaitement, pas sans douleur, mais juste. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie à qui vous devez tendre ce miroir, pas avec colère, pas avec amertume, mais avec la clarté tranquille de quelqu'un qui sait ce qui compte, alors peut-être que cette histoire vous a dit quelque chose ce soir. C'est tout ce que je vous souhaitais. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, un like, c'est une façon de me dire que vous étiez là, que vous avez entendu, et ça compte plus que vous ne le pensez. Si vous souhaitez que l'on continue à partager ces moments ensemble, ces récits de vie simples et vrais, abonnez-vous à cette chaîne, ça nous permettra de continuer. Et si vous voulez entendre une autre histoire dans le même esprit, celle d'une femme de 79 ans qui a découvert une vérité sur son mariage qu'elle avait refusé de voir pendant 40 ans et qui a décidé de vivre autrement, elle vous attend juste après. Je crois que vous l'apprécierez. Prenez soin de vous. Et prenez soin de ceux qui comptent pendant qu'il en est encore temps.